Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. Alors aujourd'hui, il est question du GMC Terrain Denali, troisième génération pour le GMC Terrain. Et c'est un véhicule qui partage évidemment beaucoup sur le plan technique avec le Chevrolet Equinox. Ce qui a toujours été le cas, évidemment, parce que le Terrain est arrivé plus tard que l'Equinox, qui, lui, a été lancé en 2005. C'est une machine qui est très importante pour GMC parce que c'est le produit d'entrée de gamme. Un véhicule, évidemment, comme tu l'as dit, qui partage ses éléments avec l'Equinox, qui n'a pas d'équivalent électrique, qui a une seule motorisation et qui joue une carte plus luxueuse que son équivalent du côté de chez Chevrolet. Et surtout qui s'inscrit dans un créneau où la concurrence est extrêmement vive et extrêmement vaste, extrêmement large. Il y a à peu près une douzaine de véhicules concurrents dans ce créneau. Douzaine directement et une autre dizaine indirectement. Il y a beaucoup de monde dans ce créneau-là. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir analyser le produit en profondeur et le comparer avec la compétition. Parfait. Premier constat, on a véritablement l'impression d'être dans un Chevrolet Equinox. Et en fait, c'est que tu es dans un Chevrolet Equinox, mais avec un crémage Denali. Ça en fait pas un véhicule beaucoup plus compétent pour autant, là. C'est un véhicule, le GMC Terrain, qui fait face à une compétition gigantesque, féroce. Et c'est évidemment un véhicule qui se retrouve dans un segment qui est hyper populaire, où General Motors a un peu plus de misère qu'avant à se démarquer. J'ai envie de te dire qu'on l'a fait de belle façon avec l'Equinox EV chez nous au Québec depuis 2 ans. Là, ça se vend un peu moins bien, mais avec les modèles traditionnels à moteur à essence, on a de la misère à aller rejoindre le succès des RAV4, CR-V, CX-5. C'est ça. Parce que l'éventail est large dans la concurrence pour ce modèle-ci. C'est un segment de véhicules qui est en hausse constante. Et contrairement à d'autres marques, bien, pour GMC, c'est l'entrée de gamme. Bon, évidemment, pas la version Denali, mais le Terrain en tant que tel, c'est le véhicule le moins cher que tu peux te procurer chez GMC, qui tend à niveler vers le haut, alors que Chevrolet va offrir des modèles un peu plus d'entrée de gamme. Chez GMC, vous allez avoir des versions beaucoup plus luxueuses, alors que chez Chevrolet, on reste dans du plus traditionnel. Et les motorisations ne changent pas. Et c'est, selon moi, le principal point faible de ce modèle-ci, c'est la puissance de son moteur, 1,5 litres. Là. C'est une très faible cylindrée pour un véhicule de cette taille, de ce poids, de ce gabarit. Et aussi, tu sais, bon, t'as beau avoir une transmission automatique à 8 rapports pour améliorer un peu les choses. Point de vue performance, c'est tout à fait convenable, très correct, mais il n'y a rien... Il n'y a rien de fracassant oui, là-dedans. puis t'es poli, parce que j'ai envie de te dire qu'on est à la limite. De plus en plus de constructeurs vont offrir des alternatives hybrides, sinon de l'hybride de série. Là. Regarde ce que Honda et Toyota font en ce moment. Bien, chez GMC, on a un moteur 1,5 litres turbo, qui est un des moins puissants de ce que toute l'industrie va offrir dans des VUS de ce gabarit-là. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'à 1,5 litres de cylindrée avec 175 chevaux, bien, t'en as pas tout à fait assez pour offrir un rendement intéressant. Et la preuve, bien, c'est que la consommation d'essence est parmi les plus élevées du segment, ce qui n'a pas d'allure. Tu vois, bon, on est en situation hivernale. Sur plus de 700 km, on est à une moyenne de 12,7 litres au 100. Et la cote moyenne annoncée, elle est à 9,5 dans des conditions idéales. Donc, c'est vraiment pas bon, surtout en considérant que tu n'as pas la puissance. Et je me demande encore pourquoi GM n'a pas choisi, par exemple, de lui greffer le moteur 2 litres turbo qu'on va retrouver dans le Buick Envision. Oui, tout à fait. Ça aurait fait un bien meilleur boulot et ça n'aurait pas consommé davantage. Pour ce qui est de la conduite de ce véhicule-là, bon, évidemment, les accélérations sont vraiment, comme tu disais, un peu limite. La puissance est très, très juste. Mais aussi la boîte de vitesse, 8 rapports. Moi, je trouve que ça met parfois un peu de temps lors du rétrogradage. Quand tu veux vraiment, justement, accélérer fortement, là, la boîte ne rétrograde pas très, très rapidement. Donc, ça, c'est un autre facteur qui fait en sorte que c'est pas super intéressant pour ce qui est des performances. Il faut souligner que si tu as la boîte automatique à 8 rapports, c'est parce que tu as le rouage intégral. Exact. Et ça, c'est l'élément qui m'agace le plus sur le GMC Terrain, sur plusieurs VUS GM en fait,
c'est que tu as un rouage intégral que tu dois sélectionner manuellement par un bouton qui est placé à gauche du volant. Et c'est un système réactif qui n'est pas très performant. C'est un des systèmes de rouage intégral les moins intéressants qu'on va retrouver dans l'industrie en ce moment. Mazda, notamment Subaru, vont avoir des rouages intégrales beaucoup plus performants. Là. Surtout ça, en fait, on oublie souvent le Mazda CX-5, mais ce véhicule-là a un rouage intégral qui est très, très performant. Et sans parler évidemment du rouage à prise constante du Subaru Forester. Oui, là, on est ailleurs un autre geste, tout à fait. Il y a quand même des points intéressants sur le GMC Terrain. Puis évidemment, quand je fais référence au Terrain, je fais aussi référence à l'Equinox. C'est la même machine. C'est le niveau de confort. Sur autoroute, c'est un véhicule qui est plus confortable que la moyenne. Même si au niveau finition, on n'est pas particulièrement impressionné, bien, la qualité de construction est là et il n'y a aucun craquement, aucun bruit de caisse. Puis, veut pas, c'est un véhicule familial qui est quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup d'espace à bord. Le fait qu'on ait un plancher plat à l'arrière notamment, qu'on ait une soute à bagages qui est très spacieuse, des sièges qui sont très confortables en ce qui me concerne. Moi, j'aime beaucoup. Puis évidemment, bien, la disposition de la planche de bord, c'est un avantage. J'aime mieux, personnellement, la présentation, la disposition de la planche de bord dans le GMC Terrain qu'à bord du Chevrolet Equinox, où tu vas avoir une planche qui est plus à l'horizontale, alors qu'ici, on a un gros écran vertical de 15 pouces. 15 pouces, c'est énorme. Bien, c'est gros. Tu sais, bon, souvent, on est à la chasse à qui a le plus gros écran et on se rend compte que c'est inutile. Mais ici, ça permet d'avoir davantage de fonctions et de les sélectionner plus naturellement sans que tu cherches les icônes. J'aime aussi cette roulette de volume qu'on a pour la radio. Au niveau du confort, ça va. C'est un véhicule qui est sans histoire au niveau de la conduite. Là, ceux qui cherchent un véhicule qui se conduit facilement et qui offre un confort supérieur à la moyenne vont être bien servis avec ça. Pour le reste, pour ce qui est des performances du véhicule, capacité de remorquage, je crois, 1500 livres. Oui, ça, c'est très décevant. Exact. Bon, évidemment... c'est fonction du moteur 1,5 litres turbo aussi. Ben oui, tu sais, quand tu dis qu'un RAV4 hybride remorque d'emblée 3500 livres, ici, on est à 1500 livres. Il y a une attache-remorque de série sur la version AT4, sur la version Denali, mais c'est très limité ce que tu peux faire avec. Et pas besoin de vous dire que si vous remorquez des charges de 1500 livres, bien là, la consommation va grimper encore plus, ce qui est normal. Et là où il y a un problème en ce qui me concerne, c'est que tu n'as quand même pas un si gros réservoir de carburant, c'est 59 litres, ce qui fait que dans une consommation avoisinant les 12 litres au 100 comme ce qu'on a actuellement à l'écran parce qu'on est en situation hivernale, bien, tu as peine à faire 400 km avec un réservoir. Ça commence à être un problème, là, parce qu'on parle souvent d'autonomie avec des véhicules électriques. On n'en parle pas souvent avec des véhicules à essence, mais c'est un véhicule qui consomme plus que la moyenne et qui a un réservoir de taille équivalente à celui de ses compétiteurs. Donc, ton autonomie totale, surtout en hiver, elle est hypothéquée plus que chez certains véhicules de la concurrence. Espace Cargo Pratique, approuvé par Patrick Morin. Ta garantie couvre-t-elle seulement le Québec ou aussi le reste du Canada et les États-Unis? Pose la question. Ça peut être crucial si tu voyages souvent. Les gars, le segment des utilitaires compacts, c'est le segment le plus populaire chez nous. Puis on veut savoir, bien, est-ce que l'Equinox et le Terrain sont capables de tirer leur épingle du jeu? Selon moi, non. En fait, c'est véritablement pas un véhicule qui est dans le top 3, top 5 ou même presque le top 10, parce qu'on sait que cette catégorie-là est vraiment très, très large. Si on tient compte, par exemple, la motorisation, la puissance de la motorisation qui est assez faible, la capacité de remorquage qui est faible également, l'histoire et l'historique aussi de fiabilité de ce modèle-là, les modèles antérieurs, tout ça. Ça fait en sorte que c'est aussi même la consommation, le fait qu'on a un modèle avec une cylindrée qui est très réduite, on espère qu'on va avoir une bonne consommation en résultat de ça, mais c'est le contraire, ce qui se passe. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que c'est un des produits du créneau, oui,
mais c'est définitivement pas un produit, à mon compte, vraiment intéressant. Parce que du côté du terrain, on a déjà eu une capacité de remorquage qui était très acceptable pour remorquer. On a déjà eu de multiples motorisations. Et là, dans le contexte où est-ce que les rivaux dans le segment multiplient les motorisations avec des hybrides, ce qu'on n'a pas de ce côté-là, on dirait que la ballonne s'est un peu dégonflée, là. Puis, tu sais, ce que je trouve dommage, c'est que le véhicule est bien construit. Il a cet avantage d'être spacieux, polyvalent, confortable, ergonomiquement, j'ai rien à dire. Il y a un niveau de finition qui n'est pas extraordinaire, mais qui est à la hauteur du segment facilement. Là où je décroche complètement, c'est tout ce qui se trouve sous le capot. On n'a pas fait d'effort. Et c'est pas parce que GM n'a pas d'autres options dans son catalogue mécanique. On aurait pu amener un moteur 2 litres turbo. On n'a pas d'hybride, certes, mais ça me rappelle un peu le Nissan Rogue. Le Nissan Rogue, c'est loin d'être un vilain véhicule, mais la motorisation 3 cylindres turbo qu'on a sous le capot, ça gâche le party. Ici, c'est un peu la même chose. On sous-livre en matière de puissance, on consomme plus que la moyenne, ça ne donne pas une expérience de conduite particulièrement intéressante, puis le rouage intégral, c'est un des pires du segment. Et là, ce qu'on vient d'apprendre en plus, c'est que ce véhicule-là, qui est de fabrication mexicaine, va voir sa fabrication rapatriée aux États-Unis. On salue Donald. Et ce que ça va faire, c'est qu'on va juste vouloir en vendre davantage sur le marché américain, aller chercher des parts de marché. Et dans ce segment-là, il y a des concurrents qui ont des motorisations plus puissantes ou ordinaires atmosphériques ou hybrides rechargeables. La carte cachée de General Motors, c'est évidemment l'Equinox EV, qui est un autre produit complètement. Mais dans la gamme Equinox à essence et terrain, une seule motorisation, c'est trop peu parce que même la compétition américaine offre mieux. Puis d'autant plus que vous avez essayé le modèle Denali. Denali, ça a réussi à faire sa marque là, sous l'égide de GMC. On parle de camion, on parle de capacité, on parle de finition à l'intérieur. Mais là, on a un véhicule qui est d'entrée de gamme, Denali, avec une seule motorisation. Ça ne peut pas plaire là, à ce type d'acheteur-là qui, normalement, est très attiré vers ces véhicules-là, surtout aux États-Unis. Oui. On va appeler ça Denali Light dans le cas du modèle terrain. Bien dit. Bien, au même titre que l'RT4. Parce que l'RT4, ce n'est pas un véhicule conçu pour de la conduite en route. C'est du crémage esthétique avec des pneus tout-terrain. Oui. Mais tu n'as pas plus de puissance, tu n'as pas une suspension qui est plus efficace, tu n'as pas plus de capacité de remorquage. Ça, c'est l'autre truc. Ça marche pas. C'est un GMC, c'est un camion. Alors, du moins, c'est ce qu'on essaie de refléter parce que GMC, c'est supposé être un peu plus costaud qu'un Chevrolet. Oui. Alors, si tu n'es pas capable de tirer plus que 1500 livres, on a un problème. Là. Et évidemment, dans le restant du segment, les rivaux vont s'en aller dans la carte, vont jouer la carte de la robustesse avec certaines déclinaisons. Et ça, c'est très populaire. Mais Denali, pour ce véhicule-là, c'est quand même particulier. Donc, on a un véhicule qui est quand même logeable, beaucoup de capacité de chargement. C'est un bon routier, quand même, qui se conduit bien. C'est le confort. Exactement. C'est vraiment le confort. Puis il faut encore une fois comprendre que ce qui s'applique au GMC terrain s'applique au Chevrolet Equinox à essence. Mais moi, je trouve ces véhicules-là plus intéressants dans les modèles d'entrée de gamme si on veut avoir un véhicule sans histoire qui va justement t'offrir une conduite correcte et un niveau de confort et de polyvalence surtout qui est à la hauteur. Surtout juste un moteur. C'est ça. Puis à prix raisonnable. Mais quand tu montes en gamme, tu as mieux ailleurs. Là. C'est ça la vérité. Bon, évidemment, c'est aussi un véhicule qui a vu son lancement un peu raté, du moins chez nous au Québec, disons ça comme ça, parce qu'au moment où le Chevrolet Equinox à essence et le terrain sont arrivés, on était en plein essor de vente du Equinox EV électrique. On vendait 100, 110, 120 Equinox électriques par jour à l'automne 2024. Les modèles à essence étaient dans l'ombre. Ces produits-là arrivaient sur le marché, étaient complètement dans l'ombre, étaient boudés par les consommateurs, mais même par les concessionnaires qui ne voulaient pas les voir parce que c'était la folie des électriques. Fait que c'était un lancement raté. Et là, c'est comme si on essayait de rattraper le temps perdu. Mais c'est délicat parce que, évidemment, on est dans un contexte où Ford met beaucoup d'emphase sur son Bronco Sport. Bronco Sport qui a peut-être un peu plus de capacité que ça en matière de conduite hors route, de remorquage. Pas super extraordinaire, mais quand même. Des ensembles spéciaux là, qui vont un petit peu plus loin là, que la T4. Puis du côté des constructeurs américains, il y a Jeep qui arrive en ce moment avec le Cherokee qui, lui, a l'avantage d'une motorisation hybride.
Puis évidemment, GM aura cet avantage, et surtout dans les régions rurales où il n'y a que 3 concessionnaires, c'est-à-dire GM, Ford, Stellantis, d'avoir un peu plus de part de marché parce que Ford vient d'abandonner évidemment le Escape, parce que Dodge n'a plus le Hornet. Ça change absolument rien, mais on ne l'a plus pareil. Ce qui fait qu'il reste le Cherokee comme principal concurrent, sinon le Bronco Sport. Alors, on va peut-être être capable de se distinguer un peu plus que par le passé, de par le fait que les Américains ont peut-être un peu moins d'offres. Mais quand tu te retrouves dans les grands centres et tu te compares avec Honda, Toyota, Nissan, Mazda qui lance le nouveau CX-5, écoute, là, on n'est pas dans la course. C'est sûr que si on regarde justement du côté des constructeurs japonais ou même coréens, il y a des produits qui sont largement supérieurs au GMC Terrain. Et qui ont une plus grande offre. Ouais. Exact. Ouais. Tout à fait. Après la pause, on prépare le terrain pour le verdict. En T4. En ce qui concerne l'échelle de prix du GMC Terrain 2026, ça commence à 39 025 taxes et préparations inclus, jusqu'à 52 925 Il faut mentionner que le 39 025 c'est le prix pour le modèle de base avec la traction et la transmission à variation continue. Si on veut un modèle à rouage intégral, c'est le Elevation All-Wheel Drive et ça commence à 41 325 Le modèle d'essai aujourd'hui était à 53 420 En ce qui concerne le financement, on parle d'un prix de 935 taxes incluses, à un taux de 2,99 sur 72 mois. Et pour la location, on parle de 809 taxes incluses, avec un taux de 3,9 sur 48 mois, avec 20 000 km par année. Il faut prendre en considération que le GMC Terrain va avoir une plus forte dépréciation que les grands ténors du segment, comme le Toyota RAV4 et le Honda CR-V. Donc, je vous conseille de rester à l'affût des offres chez GMC, autant du côté du financement que du côté de la location. Comment bien établir la valeur d'un véhicule? Obtenez le prix de liste dans le Guide hebdo ou le Canadian Black Book ou encore auprès de nos services conseils. Tenez compte de l'état du véhicule, du kilométrage, des accessoires et du marché. Faites inspecter votre véhicule pour fixer un prix équitable et le justifier. Antoine, ton verdict pour le terrain, et puis si c'est pas bon, qu'est-ce que tu prendrais dans le segment? C'est pas celui que je choisirais en premier, ça c'est clair. Il y a des avantages au niveau confort, ça va, puis si c'est l'objectif numéro 1, OK, ça peut être un produit intéressant dans la mesure où on ne va pas dans un modèle haut de gamme. Mais le nouveau Mazda CX-5, le RAV4 qui vient d'arriver sur le marché, qui remorque 3500 livres avec une motorisation hybride qui roule à 6 litres au 100, on est 10 ans en avant de ça en matière de technologie mécanique. Après ça, évidemment, des RAV4, c'est pas comme si c'était rare, ça se distingue pas, mais à prix égal à cette version Denali, vous pouvez trouver beaucoup mieux sur le marché. Puis il ne faut pas négliger non plus les Sportage, les Tucson chez Hyundai, qui sont des produits vraiment avantageux, avec des garanties de base de 5 ans. Ça, je pense que c'est aussi des produits qui sont intéressants. Il y a le CR-V. Bref, il y a de l'offre énormément. Puis j'ajouterais que le Subaru Forester, pour ceux qui veulent avoir une machine intéressante de ce créneau-là, en termes de dynamique de conduite, d'efficacité en conduite hivernale, tout ça, c'est un autre produit qui se démarque. Il y a bien des gens qui vont lever le nez sur ce produit-là en raison de son esthétique, là, puis je comprends. Puis ici, on va aller chercher un confort. C'est pas le même client. Mais il y a énormément d'offres dans ce segment-là, puis malheureusement, je suis obligé de te dire que GM n'est pas dans la course. Gabriel? Je dirais qu'il y a énormément de valeurs sûres dans ce créneau-là. On pense au CR-V, on pense au RAV4, tous les modèles qu'Antoine a mentionnés. Moi, il y en a deux qui me parlent beaucoup. C'est effectivement le Forester pour son rouage intégral à prise constante. C'est sûr que côté look, ça ne plaira pas à tout le monde. Et il y en a un qu'on oublie souvent pour ce qui est de la qualité de son rouage intégral, c'est le Mazda CX-5. Et en fait, tous les produits Mazda en général, le rouage intégral de Mazda est vraiment très, très performant. On ne pense pas nécessairement à cette marque-là quand on pense à l'efficacité du rouage intégral, mais celui-là fonctionne véritablement bien. Et le look du nouveau CX-5, selon moi, est très réussi. Donc, comme il y a tellement de concurrents qui proposent des motorisations hybrides et tout un éventail de motorisations, celui-ci, le terrain, joue vraiment mal, je pense, sa carte dans le créneau.
Pour ma part, dans ce segment-là, j'aime ça piger un peu dans les véhicules, les divers concurrents pour que je serais capable de monter un véhicule idéal avec une motorisation hybride, un look, une capacité de chargement, une capacité de remorquage. Je trouve qu'ils ont toutes des particularités entre eux, mais il n'y a pas de véhicule qui est parfait. Évidemment, on est tenté vers le RAV4, par exemple, parce que c'est une valeur sûre, c'est fiable, mais l'habitacle, je l'aime beaucoup moins. J'aime mieux cet habitacle-là du côté du terrain Equinox, etc. Et je trouve que, bon, le confort, la capacité de chargement, elle est bonne. Absolument. Mais je trouve ça triste qu'on ait perdu qu'est-ce que a déjà été le terrain, par exemple, avec une motorisation qui était capable de nous donner 3500 livres de capacité de remorquage, etc. Donc, on traîne à l'arrière avec ce véhicule-là. Il ne faut pas traîner trop longtemps parce qu'on va perdre dans le segment. Donc, ce n'est pas un véhicule qui est recommandable pour la majorité des acheteurs dans le segment. Le seul avantage, c'est que tu peux avoir 1000 $ de rabais Costco de temps en temps, puis un taux de financement à 0 %. Ça, GM est bon là-dedans. Il y a le prix qui entre en ligne de compte, puis c'est un élément souvent très important. Bon, on ne parle pas de la version Denali, là, mais les offres peuvent être alléchantes, c'est ce que je veux dire. Et souvent, ça va faire la différence. Là, à ce moment-là, bien, il y a un avantage de plus qui vient se placer. Et tu as mentionné tantôt le service, aussi avec les concessionnaires pour l'entretien, si on habite en région, ou juste simplement avoir accès à un centre d'entretien, ça va être plus facile avec ce type de véhicule. Merci beaucoup, messieurs. La semaine prochaine, on parle de la Polestar 4.